continuons un moment avec le Madagascar où on signale donc la grève des enseignants qui se poursuit dans le pays. Vivien Tomé, les enseignants en grève, on en voit énormément dans beaucoup de pays, comme si finalement ils étaient les seuls de la République. Ce qui est grave, c'est que ce sont les enseignants qui forment tous ceux qui deviennent des dirigeants de ce pays. Et les dirigeants semblent ignorer qu'ils sont passés par les enseignants. Alors les enseignants sont quand même mécontents parce qu'ils se disent être oubliés alors qu'on devrait s'occuper plus d'eux puisqu'ils sont en train de construire la République, ils sont en train de former ceux qui doivent travailler pour que le pays connaisse un essor. Mais il ne faut pas oublier aussi que nos pays africains ont des problèmes qui sont liés au budget. Nous avons, comme le disait l'ancien Premier ministre Edin Kodjo, tout est priorité dans notre pays ou dans nos pays, tellement que chaque gouvernement ne sait où mettre la tête avec un budget qu'on a du mal à financer. Alors, en principe, on ne devrait pas faire un budget en tenant compte d'éventuels apports des partenaires. Mais les pays africains font maintenant leur budget en tenant compte des éventuels apports des partenaires. Et on va me dire, il y a des programmes avec le FMI, la Banque mondiale, ainsi de suite. On essaie de négocier déjà. Voilà, on essaie de négocier déjà la préparation du budget, les éventuelles dettes, les éventuels dons. Et ce n'est pas normal. Alors, quand c'est comme ça, on met la priorité à certains niveaux. Vous savez, je sais qu'au Togo, sûrement que le gouvernement a eu des problèmes à partir du mois d'août passé, parce que ce n'était pas prévisible qu'on aurait autant de besoins dans le domaine de la sécurité, par exemple. Donc, en pleine exécution du budget, on est obligé de trouver des solutions extra pour régler les problèmes de sécurité. Le gouvernement a dû vraiment souffrir. Vous justifiez un peu là les rectificatifs budgétaires qu'on a eu tout récemment. C'est presque normal. C'est comme si aujourd'hui, ça se dit, j'ai posé la question tout à l'heure à l'invité qui était passé, les manifs sont devenus un fourre-tout. Bon, tous les problèmes de la République, on les met dans les manifs. C'est parce qu'il y a eu manif qu'on a eu tout ça. Non, c'est pas parce qu'il y a manif, mais il y a plutôt une crise qu'il faut gérer. Et pour gérer la crise, on est obligé de dépenser. Je vous donne juste quelques exemples. Même le dialogue qui se tient à l'hôtel de février, ça a un coût pour le pays. Ça a un coût pour le pays. Même les négociations, ou la médiation, la facilitation, tout cela a un coût pour le pays. Et que le pays doit payer alors que ce n'était pas prévu. Au niveau du ministère de la Sécurité, ils ne vont pas le dire d'une façon claire, mais l'achat déjà des gaz lacrymogènes en surplus, ça donne quand même du fil à retordre. Et il faut s'occuper de ces agents qui sont sur le terrain. Il faut renforcer d'abord le service de renseignement aussi, pas seulement pour les manifestations politiques, mais également nous sommes dans un monde où il y a le terrorisme et les attaques djihadistes qui pointent à l'horizon, donc il faut être aux aguets, ce qui fait que chaque gouvernement a tellement de problèmes à régler qu'on essaie d'ignorer un peu certaines revendications, et c'est ce qui fait que l'éducation, malheureusement, on se dit, bon, du moment où ce n'est pas immédiat, c'est pas la même chose que des manifestants qui viennent s'arrêter en face de la présidente de la République, on préfère ignorer les revendications des enseignants et essayer de régler les problèmes du ministère de l'économie ou du ministère de l'économie numérique ou encore de la sécurité ou encore la santé où ça chauffe aussi là-bas. Donc ce n'est pas une raison, mais l'éducation est souvent reléguée malheureusement au second plan dans l'exécution des budgets. Oui, mais là aussi il faut dire que on est malheureux tellement en Afrique parce que l'exemple de la Grèce vient de nous rafraîchir la mémoire. Quand je vois que l'Union européenne vient de débloquer 210 milliards d'euros, je ne dis pas CFA, pour injecter encore dans la Grèce, qui a eu tellement d'argent pour un petit pays comme la Grèce. Si c'est un pays comme le Togo, on donne 10 millions de dollars, ou bien 10 millions d'euros. Ça veut dire que dans l'Union, on ne veut pas avoir une brebis galeuse. Exactement. Et en Afrique, on n'a pas des gens. Ici, on n'a pas. Sinon, des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud devaient avoir. Mais regardez la Grèce. Mais il faut dire aussi, les Grecs ont subi un terrible coup. On a amputé leur salaire, ils ont perdu des choses, tout ça. C'est ça aussi que... Bon, mais ils avaient l'espoir. Comme ils sont dans l'Union européenne,
Ils peuvent aller à Paris, chercher du boulot pendant les vacances, tout ça. Bon, ici, ce n'est pas ça. Et c'est ça aussi qui fait que le FMI, Banque mondiale, il se fout de notre gueule. Vous qui avez été ministre dans les années 90 et tout ça, on estime que c'est les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international qui fait que les secteurs comme l'éducation et la santé ne sont plus considérés comme prioritaires parce que, vous l'avez dit, ça ne rapporte pas immédiatement. Oui, et c'est ces banques-là qui... Pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi c'est rare que ces banques se tournent vers les pays européens, tout ça là. C'est toujours sur les pays africains parce que, et là c'est la solidarité de l'Union européenne, certains pays africains, asiatiques. Mais dans les pays pauvres en général, quand tu es pauvre, c'est toujours comme ça. Mais l'Union européenne étant là avec des pays riches, Allemagne, tout ça, les autres pays qui sont dedans, ils se disent, bon, mais même, on peut même s'endetter, après ils vont nous aider. C'est ce qui se passe avec la Grèce. Et même avec l'Italie qui n'est pas très... Oui. Mais il faut dire qu'ils ont quand même pas à tous les pays. Voilà, d'être membre de l'Union européenne. C'est pas le cas en Afrique où bien tout le monde y est. Et puis bon, c'est une désordre totale. Alors, parce que sur la question de l'éducation, vous avez le sentiment qu'elle est vraiment, ce secteur est vraiment une priorité? Ah oui, bien sûr. Non, c'est dit pour nos gouvernements aujourd'hui. Parce que c'est une priorité. Pour tout gouvernement. Ils le savent tous. Ils le savent, Ils le savent tous que c'est une priorité. Même quand vous prenez la santé, ben c'est l'éducation. Il faut que les gens soient formés. Le personnel de la santé il faut soit formé. Donc c'est l'éducation aussi. C'est l'éducation aussi. Bon, donc je crois quand même qu'au niveau du budget, la marge qui doit être considérée à la santé, je crois, au niveau de la CEDEAO, est bien précis. Est bien précis. Mais insuffisant. Bien suffisant. 55%. Bien sûr. Bien sûr. Il faut aller là. Bien sûr. Donc, je crois que il va falloir quand même une politique durable au niveau de l'éducation. Mais comme dit, tous les domaines, il y a de la priorité, tout est prioritaire. Mais j'assume quand même que les pays africains, comme on le dit, il y a de là, passant par là, il y a la mauvaise gouvernance qui est là, et il y a la corruption. Donc il y a tout cet état-là qui fait que même si l'on est conscient que le secteur de l'éducation est prioritaire, on se rend compte que finalement, la mayonnaise ne prend pas. Et chaque année, c'est des problèmes. Moi, le mal, c'est que les mêmes problèmes reviennent chaque année. Et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Et les solutions qu'on trouve des fois, c'est des solutions justes qui ne remontent pas à la racine. Et qui font que l'année prochaine, on revient encore les mêmes revendications. Et bien, c'est ce qui est dommage. Ce n'est pas propre au Togo. On le voit un peu partout. Parce que vous prenez les grèves à répétition, c'est en Afrique, c'est dans presque tous les pays africains. Il va falloir quand même qu'on revoie le mode de gouvernement et que surtout qu'on puisse s'atteler à l'éducation comme étant un secteur prioritaire. Alors Vivien, il y a quand même quelque chose qui pose problème avec les mouvements de grève des enseignants, c'est qu'on grève toujours pour augmentation de salaire, augmentation de prix, mais jamais pour qu'on revoie le programme qui est désuet. Vous savez, justement, il faudrait que les enseignants soient d'abord à l'aise, un tout petit peu, pour pouvoir revenir sur le programme. Réformer. On doit faire des réformes pour nos programmes. Nous sommes en train de suivre des programmes qui nous sont légués par les colons, la France surtout. Et puis la France même a changé ses programmes combien de fois, je ne sais pas. On l'adapte. Il a déjà engagé des réformes. Bien sûr. On n'a jamais de ces réformes. On adapte effectivement les programmes en France, mais nous, on s'accroche. C'est comme le disait un ami, on s'accroche tellement à l'hymne de la France qu'on oublie que la France pense aussi à l'hymne de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que il n'y a plus de réflexion en tant que telle pour retoucher les programmes que nous avons, mais les enseignants se retrouvent dans des situations qui ne leur permettent pas de parler de cela parce qu'on risque de consacrer encore des budgets à ces réformes-là, alors que les enseignants, a priori, veulent aussi une petite satisfaction de leurs revendications. C'est en cela que je n'envie pas les responsables syndicaux. Parce que quand vous êtes un responsable syndical, vous êtes obligé, des fois, d'écouter chaque fois votre base. Mais vous savez, quand vous rencontrez aussi les gouvernants, que c'est impossible. Quel est le message qu'il faut délivrer? Certains sont souvent traités de corrompus. Le traître. Alors que, à un moment, tu es responsable syndical, tu te dis, il faut sauver quand même l'année scolaire. Donc, il faut mettre de l'eau dans le vin. Et du moment où tu le fais, la base dit, mais tu es corrompu. Une base qui est radicale. Et les dirigeants aussi
Les gouvernants ne sont pas loin de te traiter de politicien parce que tu as lancé ta grève au moment où il y a des manifestations politiques. Donc je pense que le problème, c'est qu'il faudrait revoir d'abord nos programmes. Ça, c'est important. Les réformes de nos programmes. Ensuite, il faudrait qu'il y ait, pendant les vacances, pas seulement en cours d'année scolaire, pendant les vacances, il faut qu'il y ait des négociations véritables qui vont aboutir à des solutions durables et on prépare les années scolaires qui vont venir. Il ne faut pas attendre chaque fois que les syndicats menacent d'abord. Et moi, je pense que le jour où je deviendrai président, la priorité... C'est au programme? Oui, mais c'est possible. C'est une bonne campagne. J'aurais bien aimé prendre la place de M. Fognassile. Mais je ne suis pas pressé. Bon, alors, il y a encore du temps. Alors, je crois qu'un président devrait demander normalement à son ministre chargé de l'éducation d'essayer d'anticiper sur les problèmes. Il ne faut pas que la grève arrive d'abord avant qu'on ne commence les discussions. C'est en cela qu'il faut saluer dans certains pays, notamment chez nous au Togo, la mise en place d'un cadre de discussion. Mais le problème, c'est que le cadre de discussion existe, mais les grèves ne manquent jamais. C'est qu'il y a peut-être une façon d'aborder les problèmes qui n'est pas la meilleure. D'accord. On va Moi, changer. je crois qu'à ce niveau, justement, le chef d'État avait lancé, avait préconisé les États généraux. Oui, les États généraux de On l'enseignement. l'a jamais vu venir. Vraiment. Cela allait Finalement, est-ce qu'il n'y a apporter- pas eu là des gens qui sont moqués du président? Comment un président de la République fait une annonce et ce n'est pas suivi d'exécution? Mais en tout cas, en ce qui concerne les médias, nous avons eu nos états généraux. Il reste maintenant l'application de ce que nous avions eu à dire à Kpalimé. Il faudrait-il avoir quand même Et- les États généraux de l'éducation. Et ça, Ça allait régler, ça allait poser la base d'une nouvelle c'est la responsabilité des responsables syndicaux et des dirigeants en charge du secteur de l'éducation. Juste 30 secondes pour dire que Tommy a dit quelque chose de très important. Les programmes scolaires doivent être revus. J'ai reçu un confrère avec qui on a fait médecine qui est venu. Et il y a plusieurs grandes entreprises françaises qui ont délocalisé en Algérie. PSA, Peugeot, tout ça là. Et il a vu au Togo, ce n'est pas possible parce qu'il faut qu'il y a des écoles professionnelles qui aient formé des gens. On peut pas, pour avoir 2000 CSA Peugeot qui vient s'installer, qui va délocaliser à Louis, par exemple, il faut au moins 3000 ouvriers, mais qualifiés. Où est-ce qu'on va les trouver? Ils n'ont pas appris de tourneur, mais il faut les former dans le domaine. Il y a quand même des usines d'assemblage de motos, donc... Oh, je parle de voiture. Mais je pense que les ministres en charge de l'enseignement, parce qu'on en a beaucoup maintenant, presque trois, et puis les responsables des syndicats en charge de l'enseignement doivent se voir. Mais chez nous, on a enseignement supérieur, Oui. enseignement primaire, En réalité, enseignement professionnel. technique. Tout ça, c'est l'éducation. En réalité, notre option, je pense, est la meilleure. Parce que... Pour la France, vous avez à peine 18 ministres, le Togo a... Oui, c'est pas une question de nombre de ministres. Vous savez qu'on a fait même beaucoup d'efforts. Avant, le gouvernement du Togo était quand même un gouvernement pléthorique. 31 ou 32 Oui, avant. maintenant, on essaie de réduire. C'est dans la Mais vingtaine. il y a des postes qu'on ne peut pas cumuler facilement. Vous savez, il y a Oui, beaucoup mais il y a de... les secrétariats d'État. Oui, mais il y a beaucoup de portefeuilles présentement dans le gouvernement. C'est des postes qu'on ne devrait pas normalement mettre ensemble, mais qu'on est obligé de mettre ensemble pour réduire le nombre de ministres. Mais en ce qui Par concerne... exemple, le sport, la culture... Bon, je ne veux pas nommer... mais en ce qui concerne l'enseignement, je pense que le gouvernement non. a fait un bon choix de donner la priorité à chaque domaine ou secteur ou bien sous-secteur, effectivement. Non, Tommy, non, je suis d'accord. Toujours pas les Non, je suis d'accord avec Samuel. On n'a pas besoin. Les États-Unis ont eu toujours moins de 15 ministres. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous avez un ministre de l'Éducation nationale. On peut me nommer un directeur général de l'enseignement technique, un directeur général. Ça peut. Parce qu'il y a un ministère. Quelle est la réelle force des directeurs de service ici? Non. Il faut le créer. Il faut qu'ils soient conscients. Quelle est la force des secrétaires d'État? Secrétaire d'État, là. Vous avez évoqué maintenant la Mauritanie, où j'évoquais l'opposition qui est soudée pour les élections prochaines. Une dizaine de partis d'opposition mauritanienne, partis dites radicales,
présenteront des listes communes aux élections législatives et locales du 1er septembre selon un accord signé à Nouakchott. C'est ce qu'a indiqué le chef de file de l'opposition radicale regroupée dans le Forum national pour la démocratie et l'unité qui a boycotté les élections législatives et municipales de 2013, a annoncé en avril qu'elle participerait à celle de 2018. Pasteur Rideau, c'est toujours une bonne chose d'avoir ces regroupements d'opposition où finalement on est là, on se regroupe, mais on l'a vu dans certains pays, on se regroupe, on gagne les élections, mais on va à l'Assemblée et puis on s'éclate après. Non, c'est vrai, on dit l'union fait la force et que pour la Mauritanie cette fois-ci, parce que vous savez, l'opposition avait déjà boycotté les législatives de 2013. Ben, si aujourd'hui elle revient à des meilleurs sentiments pour dire qu'elle va prendre, c'est qu'elle a senti quand même que le fait d'avoir boycotté, ça n'a pas servi. Ça a permis plutôt au pouvoir de dérouler, de se renforcer. Et heureusement que le président a annoncé qu'il ne va plus se présenter certainement à l'élection présidentielle. Bon, pourvu qu'il tienne à sa parole, parce que là... Il y a des voix qui lui demandent d'aller faire un troisième mandat. Bon, il y a des voix déjà. Comme toujours. Maintenant, pour les élections législatives, s'il y a quand même une union sacrée pour aller à ces élections-là, ça va être une bonne chose. Mais vous savez, les unions des partis politiques en Afrique, on sait de quoi il s'agit, parce que c'est des gens qui se retrouvent. Et puis pourvu que ça ne soit pas un feu de paille, mais que ça renforce quand même, parce que c'est une manière de renforcer la capacité de cette opposition-là. Est-ce que le problème, c'est pas qu'on n'a pas des unions derrière des programmes, on a juste des unions de circonstances? Oui, oui, des unions de circonstances. Des fois même, c'est ça parce que chaque parti a son programme. Oui. Il se retrouve. Mais des fois, c'est comme si on met les chèvres et les moutons ensemble. Des fois, l'union, la force ne tient pas. Mais on dit, bon, dans ce cas de circonstance, on dit, mais s'il y a un parti qui sort, on va dire, c'est le parti qui trahit l'aspiration populaire. Bon, c'est comme ça que ça a été toujours. Mais cette fois-ci, on espère quand même que, moi, ce qui est important pour moi, c'est le fait que l'opposition a accepté d'aller à l'élection. Parce que c'est ça, la démocratie, c'est comme ça doit se construire. Le fait de boycotter les élections au Togo, par exemple, on sait ce que ça nous coûte jusqu'au bout. Et on fait toujours référence à cela. 99. Aux élections de 2002. Hein. Non, les élections de 1999. Les législatives. C'est ça qui amène tout ce bordel. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il apprenne des leçons dans des pays où l'opposition a déjà boycotté les élections. Quoi, ça va leur apprendre. Docteur, vous êtes adepte de l'unicité. Oh, j'ai dit ça tellement que si ma langue devait brûler un peu, ça aurait brûlé un peu. Parce que vous ne pouvez pas. Et il y a des pays qui ont donné l'exemple. Même pour la présidentielle, on a dit... Si on faisait des primaires dans tous les partis d'opposition, il n'y aurait qu'un seul candidat pour affronter, par exemple, Fogna Singbe. Vous avez une élection à un tour et puis vous avez une chance, même 50% de chance de battre le président sortant. Mais ils ne veulent pas. Le même président gagne. Oui, mais il ne faut pas attendre, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que Pasteur Edo dit. Il ne faut pas attendre, c'est comme la rentrée. Il ne faut pas attendre la rentrée pour commencer les grèves. Pour une élection vraie, si vous voulez gagner une élection vraie, pour les législatives, il vous faut au moins 1 an de campagne. Pour la présidentielle, au moins 2 ans. Il faut que ce soit clair dans l'esprit des opposants comme de tous les politiciens, sinon vous n'y arrivez pas. Vous avez vu, il y a 39 préfectures. J'ai donné l'exemple ici dans ma petite préfecture d'Amour. Il y a au moins 15 à 18 villages principaux qu'il faut visiter. Quand est-ce que vous avez le temps, si vous attendez à 3 mois des élections pour vous agiter et pour avoir des listes... discornues, bizarres, mais en Mauritanie, vous allez voir, quand l'élection va s'approcher, vous allez voir qu'il y aura encore des gens qui vont faire... D'autant qu'ils disent que l'accord reste souple, que pour tenir compte des réalités locales et des conditions qui imposeraient à chaque parti des choix autres. Donc ça veut dire on fait un accord, mais on se dit, bon, chacun peut sortir s'il le veut. Oui, en fait, c'est un accord pour fonctionner ensemble, mais ce n'est pas la dissolution des partis. Oui. Donc les partis gardent toujours leur autonomie. Et à n'importe quel moment, chaque parti peut prendre une décision. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est chez nous en Afrique, quand on fait des accords, surtout au niveau de l'opposition, est-ce qu'on s'entend effectivement sur les bons termes? Parce qu'il ne s'agit pas de se mettre ensemble. On se met ensemble, mais sur quels critères on se fonde pour se mettre ensemble? Et pour quel objectif réel?
Il suffit pas de proclamer devant le peuple et devant les médias, nous voulons être unis pour pouvoir affronter le candidat sortant, mais nous voulons être unis pour pouvoir effectivement défendre cette position qui permettra plus d'essor de notre pays. Et il faudrait que déjà on s'entende sur comment cela va se passer l'après-élection. Si nous gagnons les élections, qui fait quoi, qui sera où, mais tant qu'il n'y a pas ces ententes-là, ces accords, on peut dire n'importe quoi devant les médias, mais d'abord, on n'ira pas jusqu'au bout. Ensuite, juste après le premier tour, ben, les querelles vont commencer. Donc, il s'agit effectivement d'écrire noir sur blanc l'accord et qu'est-ce que nous faisons, qui fait quoi, si nous gagnons, qui va diriger le gouvernement, et si nous gagnons, qu'est-ce que nous plaçons ici et là, ainsi de suite. Je crois que c'est ce qui manque souvent chez nous, ce qui fait que le crabe et puis le coq et le canard se retrouvent ensemble dans un même panier, oubliant que le crabe a l'habitude de piquer. Alors, on n'a pas les mêmes idéologies, on n'a pas nécessairement les mêmes visions, les mêmes points de vue sur la question ou sur comment régler tel ou problème. Ce qui fait que c'est des accords qui ne vont pas très loin. Vous avez vu dans notre pays, il y a eu beaucoup de fronts, beaucoup de coalitions, beaucoup de collectifs, et ça continue d'ailleurs, mais ça s'arrête où souvent? Alors, Tommy, il y a dans un petit pays comme le Togo, vous avez 115 partis politiques. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire? Mais les partis politiques... Est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous avez dans ces regroupements de grands partis qui ne veulent pas laisser les autres s'exprimer, qui sont un peu les grands coqs de la basse-cour, qui écrasent un peu tous les autres? Oui, des fois, ça, on a l'impression comme si c'est dans une jungle, parce qu'il y a des partis qui se disent plus majoritaires, c'est-à-dire qui sont représentatifs sur le territoire, et par rapport à des partis qu'on juge petits, qui n'ont pas d'assises nationales. Et quand on va là, dans ce sens, ça fait qu'il y a certains qui sont lésés. Et la prise de certaines décisions, c'est comme si on impose. Il y a le plus grand parti, des fois, qui a l'intention, enfin, ou bien qui impacte, qui imprime sa force. Et ça fait que la chose ne marche pas. Mais je crois que dans ce genre de choses, il faut définir les règles d'une manière équitable. Pour que nous sommes ensemble, même si je suis un petit parti, c'est que quelque part, je peux apporter quelque chose. Et dès que vous pouvez apporter quelque chose, je crois que vous êtes là et vous avez votre place. Mais si tel n'est pas le cas, si dans une coalition, il y a un parti qui se sent plus majoritaire et qui peut facilement violer, qui peut facilement écraser les autres, je crois que la coalition ne peut pas faire non feu. De file, de l'opposition, comme dans le cas de Mauritanie, c'est eux qui se comportent souvent comme cela. Oui, non, c'est ce que je suis en train de dire, que ce n'est pas seulement, ce n'est pas propre. C'est pas à chaque fois. Non, c'est pas à chaque fois, mais Tommy, Pasteur a dit quelque chose de très important. Nous avons 91 députés. Pour avoir la majorité absolue, il faut avoir combien? 73 ou 114? Non, majorité absolue, je veux dire. C'est-à-dire la majorité simple, absolue. Il faut avoir la moitié plus 1. C'est-à-dire 45 plus 1. Il faut avoir 46 députés. Si votre parti... Non, mais ça, c'est la majorité relative. Non, la majorité simple. Absolue, vous avez les 114. Non, c'est la majorité des 4 cinquièmes. Ça, c'est la majorité des 4 cinquièmes. Ça, c'est l'absolu. Pour modifier... La majorité relative, c'est les 45 plus 1. Oui, de toute façon, vous avez la majorité. Vous avez la majorité. C'est-à-dire vous pouvez faire passer une loi de finances avec 47 députés. Donc, c'est ça qui est important. Maintenant, pour changer la Constitution, il faut 114 députés. Donc, pour changer, pour voter même le budget, si vous êtes un grand parti de l'opposition, vous arrivez à 44 députés et qu'un petit parti d'opposition a 3 députés ou 2 partis d'opposition amènent les 3 députés. On se rappelle de l'UTD comme parti charnière. Comme parti charnière. Parti charnière. Vous n'avez plus la majorité. Le pouvoir qui a 44 moins machin peut faire la cour. Peut faire la cour à 3 et puis là la majorité. C'est ce qui s'est passé avec Maître Agboibo et puis Edem Kodjo. Mais moi ce que je voulais qu'on note aussi, c'est que c'est tout facile de dire qu'il y a 115 pays dans un pays, dans un pays comme le nôtre, par exemple, et qu'il y a des partis qui ne représentent rien. Voilà. Mais je crois que c'est un peu abusif de le dire parce que avant de constituer un parti politique, il faut respecter quand même des normes. Donc, il faut composer, par exemple, le bureau directeur du parti. Donc, si quelqu'un est chef de parti, c'est parce qu'il a pu rassembler quand même le nombre de signatures qu'il faut. Si quelqu'un a été ancien candidat
à la présidence d'un pays, c'est qu'il a pu recueillir un nombre de signatures dans toutes les préfectures du pays. Ça, on l'oublie souvent. Maintenant, il peut avoir le charisme des leaders qui peut compter, le poids du parti, mais en réalité, tous les partis respectent quand même les mêmes critères devant le ministère de l'administration territoriale. D'accord. On va marquer maintenant la pause, la grande. On suit le journal et puis on revient après sur le Zimbabwe.